Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Prisca Thévenot est notre invitée ce matin, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement et proche de Gabriel Attal. Prisca Thévenot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le rabbin d'Orléans, Harry Engelberg, agressé samedi, il était 13h30 dans une rue d'Orléans, devant son fils de 9 ans, l'agresseur a 16 ans. Il a été interpellé samedi soir, un acte clairement antisémite. L'antisémitisme est un poison. C'est un poison. C'est ce qu'a dit le président de la République, Prisca Thévenot. J'ai même envie d'aller plus loin. L'antisémitisme est une réalité malheureusement extrêmement forte, prégnante dans notre pays. Nous devons, pas simplement la communauté juive en France, mais nous devons tous dire ça suffit, stop, nous lever, nous tenir debout et mettre à bas ce mal qui nous a fait oui, beaucoup mais souffrir. Prisca Thévenot, à chaque fois qu'il y a un fait antisémite, j'entends les discours, nous devons stopper, nous devons arrêter, nous devons nous battre contre l'antisémitisme. Oui, mais enfin bon, nous devons où est aussi... l'efficacité? Alors changer la loi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la loi, que faut-il faire? Attendez, déjà, je pense que si à chaque fois qu'il y a un problème, on fait une loi, oui. On va avoir un autre sujet, c'est pourquoi les lois actuelles ne sont pas assez efficaces. Moi, je dois déjà saluer la responsabilité, la force, la présence de nos forces de l'ordre. Rappelons que l'homme qui a agressé, ou le jeune homme, je sais pas, on verra les prononcés du procureur, qui a agressé le rabbin devant son fils de 9 ans ce week-end, a été très rapidement interpellé et a passé sa deuxième nuit en garde à vue. Et je pense que c'est important de le saluer. Ensuite, ce qui est aussi important de dire, c'est que il faut pouvoir mettre des mots sur le mal qui nous ronge. Et aujourd'hui, oui, il y a un antisémitisme qui prend ses racines dans de nouvelles formes. Et ça, il faut pouvoir le dire. Et ça revient sur le sujet du législatif. Et cette nouvelle forme, c'est par exemple l'antisionisme. Voilà. Et nous avons déjà, effectivement, eu des textes de supportés, notamment par Sylvain Maillard. Et nous devons continuer à avancer sur cette dénonciation-là. Alors justement, vous tombez bien, parce que j'avais envie de vous poser la question. D'abord, première question, est-ce que l'antisionisme, selon vous, est une forme d'antisémitisme? Oui. Oui, clairement. Vous avez co-signé la tribune. Tout à fait. Et qui est parue, tribune et coécrite par de très nombreux responsables politiques, de tous bords politiques. Alors, faut-il intégrer dans la loi l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme? Mais c'est un sujet qui avait déjà été sur la table il y a quelques années, je vous disais, porté par Sylvain Maillard, député de maintes familles alors, faut-il politiques. Maintenant intégrer dans la loi, faut-il le faire? Oui, je pense que oui. Il faut aller comment faire? Mais en fait, il faut le regarder. À travers un texte de loi, à travers je ne sais pas. Non, mais je vous dis, regardez, de façon assez simple. Hier, j'étais sur un autre plateau chez vos confrères face à une députée face à une députée de la France Insoumise, qui a eu en permanence, en boucle, toutes les 3 minutes, venez m'expliquer et venez me reprocher d'avoir été en Israël il y a maintenant quelques jours. Je vais y revenir. En quoi est-ce un problème d'avoir été en Israël? J'aurais pu lui dire de façon extrêmement simple. Elle me reproche d'aller en Israël sous couvert de, du coup, soutenir, si on va jusqu'au bout, la politique de Netanyahou, ce qui n'était pas le cas. Est-ce que quand des députés du NFP, et il y en a qui étaient récemment, quand des députés de la coalition NFP vont aux États-Unis pour aller sur une conférence de l'ONU, est-ce qu'on leur dit, vous êtes aux États-Unis et donc vous soutenez de fait Monsieur Trump? Il y a un mélange des genres extrêmement fort et ce mélange des genres n'a lieu que quand il s'agit d'Israël. Donc oui, l'antisionisme aujourd'hui est une nouvelle forme, un nouveau visage de l'antisémitisme. Donc est-ce qu'il faut intégrer dans la loi l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme? Vous dites oui, mais comment pratiquement? Là il faut regarder de façon... Moi je dis que c'en est une, c'est une nouvelle forme, et qu'il faut regarder... Encore une fois, je suis une députée... Un lieu de débat démocratique s'appelle l'Assemblée nationale, notamment en plus du Sénat. Donc, je sais pas, à travers une proposition de loi ou à travers... Ça peut être plein de choses, ça peut être aussi un projet de loi, ça peut être plein de sujets, mais ensuite, j'ai envie de vous dire, projet de loi donc du gouvernement, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'attendons pas la loi pour agir. Enfin, je veux dire, on a une recrudescence des actes antisémites depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Alors, autre question, est-ce que la lutte contre l'antisémitisme doit devenir une cause nationale ? Mais, de fait, je pense que vous commencez l'interview par me dire les bons mots, ça suffit.
en allant vite. Je pense que c'est bon, les causes nationales, on sait ce que c'est important et on doit pouvoir les avoir si les moyens derrière sont mis en place et si effectivement les moyens sont mis sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu que nous devons avoir, c'est surtout, et je le dis en tant que responsable politique, une parole politique unanime, ferme et claire sur le sujet. Alors, ce qui n'est pas le cas. Alors pourquoi ne sanctionne-t-on pas plus ? Pourquoi je ne sais pas moi, ne prend-on pas des mesures contre ceux qui agitent l'antisémitisme, qui nourrissent l'antisémitisme ? Qui, aujourd'hui, dans notre pays, nourrit l'antisémitisme ? Qui ? Prisca Thévenot. Qui nourrit l'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays ? La France insoumise. Bon, ils font mine. Pour vous, c'est clair. Franchement, pour moi, c'est clair. Oui, je le dis. Oui, vous le dites. Ils font mine, la France insoumise fait mine de mener des combats antiracistes, de lutter contre l'antisémitisme d'hier, tout en étant le terreau de l'antisémitisme d'aujourd'hui, qui prend de nouvelles formes, telles que l'antisionisme. Je suis désolée. Et quand on les entend tout le week-end nous dire « on a fait une grande marche, on a organisé une grande marche », dont on connaît en plus l'affiche de communication ce week-end pour lutter pour être contre l'antiracisme et marcher contre l'antiracisme. Attendez, l'antiracisme ne doit pas être un prétexte pour tranquillement être le terreau de l'antisémitisme. Alors... un moment, je vais dire, et c'est pas simplement ce week-end, c'est quand, au lendemain du 7 octobre, Jean-Luc Mélenchon nous explique, alors qu'il y a une recrudescence, plus 1000% d'actes antisémites, lui nous dit l'antisémitisme est résiduel. Quand sa famille politique nous dit le Hamas, mouvement de résistance. Comme une autre députée se sent heurtée par la photo d'un bébé retenu otage, dont on connaît le destin aujourd'hui. À un moment, on doit dire stop, ça suffit. Et on le dit en tant que responsable politique, il faut que tout le monde se bouge. Alors, puisqu'il faut dire stop, c'est ce que vous dites, Prisca Thévenot, comment dire stop ? Jean-Luc Mélenchon est-il encore républicain ? Je pense que la question est de fait. Quand il n'est plus républicain ? Est-ce que je vais le dire ? Est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce qu'il est dans l'arc républicain, par l'arc républicain, etc. Mais regardons je vais vous dire. Simplement. Il ne représente plus aujourd'hui la République. Il ne peut plus dire qu'il est quelqu'un qui représente notre République française. Quand sciemment il met en danger une partie de notre population, il nie le danger qui est face à eux en disant que l'antisémitisme est résiduel, en venant expliquer la semaine dernière, parce qu'on pourrait me dire, oui, mais c'était il y a un an, il s'est trompé, il n'a pas compris la question. Ok, la semaine dernière, quand lui-même parle de l'affiche pour la marche qui a eu lieu le week-end dernier, il explique qu'il n'a pas compris, qu'il ne voit pas de quoi on parle. Enfin, à un moment, il a des responsabilités. Cet homme n'est pas arrivé hier sur la scène politique, ça fait 30 ans qu'il est là. LFI doit être, dissolution, je ne sais pas moi. Est-ce que des sanctions doivent être prises contre le parti, puisqu'LFI nourrit l'antisémitisme ? Attendez, je pense qu'il y a quelque chose que vous oubliez derrière, c'est qu'il faut qu'on puisse en parler librement, ouvertement, sans avoir peur d'être menacé derrière. Parce que je pense que là, une fois que j'aurai... Je vais vous dire franchement, je pense qu'une fois cette interview passée, je vais me recevoir des flots d'insultes et de menaces. Oui. C'est pas normal. Donc déjà, on doit pouvoir dire ce qu'on pense. Notre pays est ainsi fait qu'on a le droit de s'opposer. Et donc la LFI, oui, sont des opposants politiques, pas des ennemis. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Mais rappelons quelque chose, c'est que il faut qu'on puisse pleinement dire qui ils sont vraiment pour que l'opinion publique aussi s'en saisisse. Ils ont été élus démocratiquement. Mais Prisca Thévenot, vous aussi, vous avez été menacée récemment. Tout à fait. Vos enfants ont été menacés. Oui. Vous avez déposé plainte ? Bien sûr. Vous avez déposé plainte. Est-ce qu'on sait, l'enquête est ouverte, une enquête c'est... Alors c'est en cours, mais on n'a pas jusque-là des retours, ça a été posé la semaine dernière et bien sûr que je vais suivre ça avec attention. Bien, vous revenez d'Israël. Oui. La colère monte contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Ce gouvernement est-il extrémiste et corrompu ? Tente-t-il de survivre grâce à la guerre ? C'est aussi la question qui doit être posée. Moi, pour avoir échangé avec de nombreux Israéliens, aussi bien des franco-israéliens que d'autres en général, et dans différentes circonstances, moi je dois le dire assez simplement, ce qu'ils demandent c'est la libération des otages. Ils demandent la libération des otages. Est-ce qu'Israël les sacrifie ? Est-ce que Benjamin Netanyahou sacrifie les otages aujourd'hui ? Écoutez, je ne vais pas être devant vous là sur une escalade de mots et de paroles. Je pense que ce qui est important, c'est de rappeler que ce qui est demandé, c'est la libération des otages, de tous
les otages. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a encore 59, si je ne m'abuse, oui, 59. personnes dans les tunnels du Hamas. Nous demandons à ce qu'ils soient tous libérés et que aussi qui malheureusement n'attendent plus. Et c'est unanime. Mais Prisca Thévenot, je vous pose la question à propos de Netanyahou, puis je vais passer à autre chose, parce que la question qui est posée, est-ce qu'il tente de survivre politiquement grâce à la guerre ? Ça, il faudra directe, pouvoir. Non, mais j'entends très bien, et ça, il faudra pouvoir y répondre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas unanimité pour soutenir la politique de Benjamin Netanyahou. Mais qu'il y a unanimité pour demander la libération des otages. Et j'insiste, la libération des otages. Point. Bien. Prisca Thévenot, le racisme anti-blanc, je l'ai vécu, ma fille l'a vécu. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, vous l'avez vécu. Alors moi, j'ai pas vécu de racisme anti-blanc. Non, mais le racisme. Non, mais le racisme en général, je parle pas du racisme anti-blanc. Oui. Mais le racisme. Non, mais est-ce que j'ai été victime de racisme ou de discrimination ? Bien sûr. Je vais pas faire semblant ici devant vous en vous disant que non. Oui. J'en ai été victime. Maintenant, ce que je dis, est-ce qu'il faut venir passer notre temps à qualifier le racisme ? Oui. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de qualifier le racisme, c'est de le combattre sous toutes ses formes. Et oui, il revêt de nombreuses formes. Personne n'est protégé d'une forme du racisme, quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, on doit avoir ce principe-là, c'est nous lever contre toutes les sortes de racisme. Prisca Thévenot, est-ce que le RN est le bouclier de la communauté juive ? Je l'entends, je l'ai entendu tout le week-end ces derniers jours. Vous savez, sur ça, et le RN et la LFI, pas de jaloux. Les deux sont repartis sur l'imaginaire fantasmé du juif traqué, du juif caché. Le RN nous dit, nous sommes le rempart, le bouclier par Monsieur Chenu, et la LFI par Monsieur Bompard nous dit, les juifs peuvent se cacher chez nous. Enfin, de quoi on parle ? C'est l'imaginaire pur et simple du juif traqué et caché. Les deux, sur le sujet de l'antisémitisme, sont à combattre sur leur idéologie. Et je le dis, c'est la République, c'est la France qui fait en sorte que tout le monde peut vivre en liberté dans notre pays. Et bien sûr que les juifs n'ont plus à se sentir menacés ou agressés, comme ça a été encore le cas tristement hier. Prisca Thévenot, Boualem Sansal sera jugé. Il saura jeudi s'il est condamné ou pas. C'est essentiel parce que s'il est condamné à 10 ans de prison, il est mort. Il est condamné à mort. Enfin, il n'est pas mort, mais il est condamné à mort. S'il est condamné jeudi, est-ce que la France devra remettre en cause les accords de 68 entre la France et l'Algérie, par exemple ? Je pense que la France doit pouvoir avoir une attention très particulière sur ce qui est en train de se passer et doit pouvoir continuer à effectivement exercer un discours de pression là où il faut, c'est-à-dire sur les enjeux diplomatiques, au Quai d'Orsay et directement à l'endroit avec le président de la République, sur aussi bien le sujet de Boualem Sansal qui nous préoccupe énormément et sur lesquels nous sommes tous mobilisés. Quand je dis nous, c'est notre famille politique, je ne suis pas sûre que toutes les familles politiques le soient, mais en tout cas nous sommes mobilisés au niveau national et au niveau européen. Oui, mais quelle est l'efficacité du rapport de force qu'établit aujourd'hui le ministre de l'Intérieur ? Franchement, est-ce que la surenchère n'est pas contre-productive ? Je vous pose la question. Vous lui poserez la question à lui. Vous non, mais je lui ai posé. Non, mais je vous la pose. Je parle en tant que ma famille politique, je le dis de façon très claire. Je suis plus porte-parole du gouvernement, donc je laisserai les ministres s'exprimer. Ce que je dis simplement, c'est que nous nous mobilisons aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen, pour dénoncer et faire en sorte que le plus de personnes, le plus de voix s'élèvent sur cela. Mais en vrai, ça pose aussi la question de la démocratie et de la survie de nos démocraties, de l'état de droit dans sa globalité. Et vous avez raison en début d'interview de me dire, mais vous parlez, tout le monde parle, tout le monde lance des grands mots, mais que faites-vous ? Nous, typiquement, aujourd'hui, là, pendant qu'on est en train de se parler, Gabriel Attal et Valérie Ayé réunissent un certain nombre de dirigeants, de forces politiques, des grandes démocraties, que sont les nôtres, aussi bien européennes, mais ailleurs, pour justement préparer cette capacité à agir ensemble et pas simplement dans notre vision française. Parce que le rapport de force n'a rien donné jusque-là. Pour l'instant, moi, je ne suis plus au gouvernement, donc je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Vous êtes membre de la majorité. Ce que je vois, c'est qu'on est encore en train de demander la libération de Monsieur Sansal. Donc ça n'avance pas. Vous interrogerez Monsieur Retailleau. Bien, vous n'êtes pas en accord là avec. C'est pas que je suis pas en accord, c'est avec l'attitude et le comportement de Bruno Retailleau. Je veux. Non, c'est pas que je suis pas en accord. Le désaccord. Non, il a raison d'avoir une voix française forte et revendiquée. Maintenant, ce que je dis, c'est que c'est un enjeu diplomatique. Bien, la réforme des retraites, Prisca Thévenot, le conclave très critiqué se poursuit, tant bien que mal. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités là ? CFDT n'est pas contre. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je suis déjà favorable à ce qu'on arrête de mentir aux Français.
de leur laisser croire qu'on peut abroger la réforme des retraites dans le cadre des comptes, de l'état des comptes publics dans lesquels nous sommes. Et dans le cadre de ces comptes publics, une grosse dépense chaque année, c'est de pouvoir rééquilibrer le système de retraite. Donc déjà, je suis favorable à ce qu'on arrête de faire croire que, au regard de la démographie actuelle, on pourrait se passer de cette réforme qui a eu lieu en 2023. Ensuite, je suis aussi favorable à ce qu'on arrête de lancer des idées de nouvelles dépenses sans pouvoir établir effectivement ce que ça a comme impact dans le quotidien des Français. Donc tout cela, moi je pense qu'il faut qu'on le regarde purement et simplement. Ensuite, pour ce qui est de cet abattement, il y a un truc qui s'appelle, et qui est assez commun tous les ans, c'est les débats parlementaires sur le budget. Donc préparons ces débats, et c'est vrai qu'ils arrivent en fin d'année. Il faut ouvrir ce débat. Mais il n'y a pas de mauvais débat. Enfin, encore une fois, là, on parle... Non, je vous dis ça parce que c'est un débat qui revient sur le tapis, là. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté. Encore une fois, la CFDT n'est pas contre les retraités les plus aisés qui bénéficient d'un abattement fiscal de 10%. Est-ce logique ? Et c'est pour ça que là, par exemple, vous dites les retraités les plus aisés. Qu'est-ce qu'on entend par aisé ? Donc... Bah oui. À vous de fixer. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. Donc c'est pour ça que je dis de façon très simple, ce sujet peut être regardé, doit être débattu, pour justement apprécier les modalités. Donc ce sujet doit être débattu. Mais il n'y a pas de sujet tabou sur le budget. On peut, laissons l'Assemblée nationale et le Sénat travailler librement. Gabriel Attal, vous êtes proche de Gabriel Attal. Oui. Candidat à la présidentielle, il n'a rien dit pour l'instant, vraiment. Là, je peux vous le dire, il n'est pas en train. Il n'est pas en train de penser à ça. Non, mais précisément. Non, mais attendez. Est-ce que, en ce moment, chaque jour qui passe, on a une candidature supplémentaire. Ah, il y en a beaucoup, oui. Monsieur Wauquiez, Monsieur Lisnard, Monsieur Bertrand, et je suis sûr que j'en oublie encore plein. Monsieur Retailleau bientôt, Monsieur Darmanin peut-être. En fait, chaque jour. Monsieur Édouard Philippe et est-ce qu'on pourrait avoir un candidat pour agir aujourd'hui ? Parce qu'on a beaucoup de candidats pour 2027. Sauf qu'aujourd'hui, la pression sur la France, aussi bien par Trump, par d'autres, comme par exemple l'Algérie, avec des défis aussi que nous devons continuer à relever, la réindustrialisation, la défense qui va être en question jeudi avec le sommet sur l'Ukraine. Enfin, c'est maintenant, c'est pas en 2027. Donc moi, j'aimerais qu'on ait enfin un peu plus de candidats pour agir maintenant. Et aujourd'hui, le seul que je vois, effectivement, c'est Gabriel Attal, qui lui est mobilisé pour agir maintenant. Aujourd'hui, sa conférence avec Valérie Ayé pour avoir une ligne claire et des actions affirmées qu'il va transmettre au président de la République pour le sommet pour l'Ukraine jeudi. Il continue à se mobiliser à l'Assemblée nationale sur le sujet des mineurs notamment, sur le sujet du narcotrafic, sur le sujet du logement social. On est la seule famille politique à encore agir alors qu'on n'est pas en majorité. Oui, mais et Prisca Thévenot, il faudra quand même départager tous ces candidats, d'une manière ou d'une autre. Non, 2025. Oui, mais attendez, ils y pensent tous, vous le savez bien. Et ils y pensent tous. Qu'ils arrêtent de penser, qu'ils agissent aujourd'hui. Oui. Arrêtez de penser à demain et qu'on agit aujourd'hui. Franchement, si... La pire erreur serait d'être obnubilé par 2027 et du coup de lever les mains aujourd'hui. Ça, c'est la garantie pour tous ces messieurs. Pour les départager, une primaire ? Primaire de quoi ? Je sais pas. La primaire entre qui et qui ? Droit, de la droite, je ne sais pas, moi. Entre tous. Pardon, on va se le redire, avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Retailleau, je vois pas comment il y a une primaire entre quelqu'un qui explique que l'immigration, peu importe laquelle, est une malchance pour notre pays. Je veux dire, à un moment, il faut... Le principe, vous faites partie de la même majorité, mais vous êtes en désaccord total sur des points essentiels. On fait partie d'une coalition, en fait. Une coalition, oui, c'est vrai. Oui, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas... Et donc, on est en soutien, mais attention, c'est pas un soutien, c'est pas un blanc-seing, quoi. Bien. La proportionnelle pour les législatives ? Est-ce que c'est vraiment le sujet de préoccupation c'est François Bayrou qui remet ça sur le tapis, c'est pas moi. Et je respecte le Premier ministre, mais je le dis en tant que parlementaire, j'étais ce week-end sur ma circonscription, aussi bien à Sèvres qu'à Vaucresson. Pas une seule seconde, les Français parlent de ça. Pas une seule seconde. Oui, bon, c'est François Bayrou qui en parle. Mais très bien, mais moi je vous donne ma vie. Bon, il vous déçoit d'ailleurs. Pourquoi il est un peu mou, je sais pas, il est un peu, non ? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, mais j'entends ça partout. Oui, je l'entends aussi. Vous l'avez lu aussi. C'est trop facile. Je pense qu'il faut pas oublier que
quand il est arrivé, on n'avait pas de budget, on avait une situation dramatique à Mayotte. Il est arrivé en quelques semaines, on a eu notre budget, on a eu la loi d'urgence pour les Mahoraises et les Mahorais. On a des perspectives de discussion et de débat. On avance sur les propositions de loi. Je veux dire, c'est ça qu'il faut regarder. Ensuite, l'appréciation de l'humeur et de l'état d'esprit des uns et des autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des actions pour notre pays. Et sur ça, je dois dire que depuis le mois de janvier, on avance. Bien, nous allons voir quelles sont les avancées en matière de simplification. Parce que les chefs d'entreprise attendent de cela. Débat à l'Assemblée nationale. Bon, on va beaucoup en parler dans les jours qui viennent. Et je recevrai d'ailleurs le ministre de la fonction publique mercredi, je crois. Bien, j'ai une dernière question, Prisca Thévenot. C'est le Canard enchaîné qui a soulevé la question. Avec Aurore Bergé et Jean-Noël Barrot, vous aviez en 2023 été déclaré présent à une formation payée un peu plus de 12 000 euros par la région Île-de-France, mais vous n'étiez pas présent. Écrit le Canard enchaîné. C'est vrai ou faux, ça? De façon extrêmement claire, déjà, merci de poser la question, parce que j'ai vu pas mal de choses arriver, etc. Oui. Je n'ai pas touché un seul centime. Bon. Et je pense que c'est important de le dire, on parle d'argent public. Donc, je n'ai pas touché un seul centime sur ce sujet. Ensuite, de ce que je comprends de la facturation, c'est qu'elle a lieu entre le prestataire et la région directement. Je suis pas dans la majorité régionale. Et les formations se passent soit à titre individuel, soit à titre de groupe, de collectif. Donc là, effectivement, c'est dans un cadre de groupe, mais vraiment, il n'y a aucune volonté de malversation de la part du groupe dans lequel je suis, et il n'y a aucune volonté de mensonge ou de travestir. Mais c'est vrai que les articles tels qu'ils sont sortis donnent l'impression qu'on aurait touché de l'argent. C'est pas vrai, on n'a rien touché. Bien, merci Prisca Thévenot d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h57. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger, juste après les infos de 9h.